Bonjour, soyez les bienvenus dans cette nouvelle interview Fimeco Walter France. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous recevons un champion olympique, Eric Allard, devenu coach, formateur et conférencier pour les entreprises. Eric, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Bienvenue donc dans cette émission. On va commencer, si tu le veux bien, par ton parcours de sportif de haut niveau. Moi, j'ai noté sur ma fiche, comme tout bon intervieweur, équipe de France, championnat du monde, Jeux olympiques, bobsleigh. Voilà, donc c'est un sport peut-être méconnu, connu, mais peut-être méconnu également en France. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment tu es devenu un sportif de haut niveau dans le bobsleigh? Alors, le sport a toujours été dans mon ADN, puisque mon père était sportif, il avait fait les Jeux Olympiques. Et en fait, pour tout vous dire, quand j'étais petit, ma piscine, c'était la rivière du 3000 mètres steep sur les stades d'athlétisme. Donc, j'ai baigné dans cette ambiance. Et en fait, comment je suis arrivé au bobsleigh? Alors, je ne vais pas dire par hasard, mais en lisant l'équipe, en fait. Et c'est-à-dire qu'à la fin des années 80, le bobsleigh, comme tu l'as bien dit, n'était pas très populaire en France. Mais il y a eu un événement marquant pour tous les sportifs français des sports d'hiver, c'est les Jeux d'Albertville en 92. Et à ce titre-là, le comité olympique français a décidé d'avoir une équipe dans toutes les disciplines et ils ont lancé une vaste campagne de recrutement pour trouver des athlètes, pour former cette équipe de France de bobsleigh. Et il y avait une annonce dans l'équipe qui disait vous êtes rapide, vous êtes costaud, vous avez envie de participer aux Jeux olympiques, venez essayer le bobsleigh. Et c'est comme ça que je me suis trouvé embringué, on va dire, hein, puisqu'à l'époque, rien n'existait. C'était un peu ça. Il n'y avait même pas la piste de la Plagne encore. Elle était même pas en construction en 1988. Aller faire des tests à côté de Grenoble, des tests physiques, à réussir ces tests, à embarquer dans un bus pour aller en Autriche et découvrir le bobsleigh. On m'a assis dans un bob, on m'a dit, tu as deux manettes, une à gauche, une à droite. Tu tires à gauche, ça va à gauche. Tu tires à droite, ça va à droite. C'est simple. On m'a poussé et voilà ma première descente de bobsleigh. J'ai attrapé le virus. Et comme tu l'as dit, donc 10 ans en équipe de France, 2 fois les Jeux Olympiques, donc Albertville, Nagano, 92 et 98, 2 médailles aux Championnats du Monde, un titre chez les juniors et une médaille de bronze chez les seniors. Et après, je suis passé de l'autre côté de la barrière après les Jeux de Nagano. Je me blesse, j'arrête ma carrière d'athlète et je deviens entraîneur pendant pratiquement une vingtaine d'années sur plusieurs équipes. La France, bien sûr, mais également le Canada, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande et la Suisse avec laquelle j'ai eu mes meilleurs résultats, puisque en 2014, l'équipe que j'entraînais, que je manageais, décroche le titre olympique, le Graal un peu de tout sportif. Alors, je ne l'ai pas eu en tant qu'athlète. Tu dis champion olympique au début de ton introduction. Je ne suis pas champion olympique. Seulement les athlètes sont champions olympiques. Je suis éleveur de champions olympiques, on va dire, pour plagier une célèbre publicité qui existait à une époque. C'est quand même le Graal, c'est tous les 4 ans les Jeux olympiques, avec quand même une histoire assez croustillante avec nos amis russes, on va quand même le dire, parce que l'équipe suisse donc, que tu manageais a terminé deuxième de la compétition, c'est bien ça. Et puis, nos amis russes ont fait des siennes alors je ne sais pas comment on dit, c'est le comité olympique s'est aperçu qu'il s'était dopé. Voilà, on va le dire clairement. Donc, en 2014, on fait second, donc qui était déjà une très belle place et qu'on a fêté comme il se doit. Et en fait, il y a eu, pour ceux qui suivent l'actualité du sport, il y a eu tout un scandale d'État au niveau russe qui, dans ces années-là, s'est dopé avec le patron du laboratoire antidopage de Moscou, Rodchenkov, qui, en craignant pour sa vie, a dénoncé tout le système. Et en fait, les Suisses ont reçu leur médaille d'or 4 ans plus tard. Donc, le 28 juin 2019, si vous vous souvenez un peu, c'était une époque où il faisait très, très chaud et ils ont reçu leur médaille en Suisse, j'étais présent, par 40 degrés. Donc, pour des champions olympiques de bobsleigh, recevoir une médaille d'or par 40 degrés en plein mois de juin. Mais je pensais que ça commence à atténuer un peu le plaisir et en fait, ça fait remonter des souvenirs. Et c'est vrai qu'on s'est dit, finalement, les tricheurs ont perdu. Et la médaille, elle est toujours aussi belle, même si on la reçoit 5 ans plus tard. C'est une médaille olympique, il ne faut pas l'oublier. Parallèlement, tu as suivi des études, beaucoup d'études. Je ne te cache pas que ça m'a vraiment impressionné dans le management. C'est là qu'on va arriver dans cette interview sur le monde de l'économie, de l'entreprise. Quelles études tu as fait? J'ai vu du management, autour du sport aussi également. Exactement. En fait, j'ai repris mes études très tard parce que pendant ma carrière d'athlète, je n'avais pas le temps.
Et je suis retourné à l'université à 31 ans pour faire un DUT informatique parce que c'était dans les années 2000 et l'informatique commençait à prendre toute sa place. Et c'était pour moi, en tant que jeune entraîneur, un moyen de devenir plus performant pour mes équipes. Savoir analyser les données, à la fois vidéo, à la fois nos feuilles de temps, etc. Et en fait, ça m'a plu, cette ambiance d'apprendre. J'ai toujours eu cette envie d'apprendre. Puis après, je suis passé sur d'autres choses en termes de management, plutôt déjà un peu en avance sur les savoir-être, avec la processcom, avec le mind mapping qui m'a permis d'organiser mes idées. Puis après, comme tu l'as dit, du management, une licence avec le CNAM et un master en management et gestion des entreprises il n'y a encore pas longtemps, puisque j'ai repassé mon dernier master il y a 3 ans, mon master 2. Et c'est vrai que j'ai toujours eu cette envie de transmettre. Et c'est un peu mon credo, c'est-à-dire que je m'en suis rendu compte quand je suis passé entraîneur, en fait. J'ai été un bon athlète. Il m'a toujours manqué un petit quelque chose pour devenir justement champion olympique. Et du jour où je suis passé entraîneur, en fait, j'ai trouvé ma voie. Et ma voie, c'est vraiment d'aider les autres à atteindre leur plein potentiel. Et pour faire ça, je me suis toujours mis comme credo de moi être performant et vraiment d'essayer d'explorer toutes les voies pour leur apporter ce que je pouvais. Et depuis, j'arrête pas d'apprendre. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu facilité par les nouvelles technologies. Et je suis toujours dans cette recherche de connaissances et de voir la petite chose qui pourrait faire la différence. Parce que en bobsleigh, 1/100, ça peut être la différence entre une médaille d'or, une médaille d'argent, voire pas de médaille du tout. Et donc, je vais rechercher ce détail qui permet justement de performer au final. Et aujourd'hui, donc tu es coach, formateur, conférencier, et tu diriges également donc un agenda chargé, bravo. Tu diriges deux écoles, enfin 2 campus d'une école de commerce qui s'appelle Amos. C'est le sport business, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est une école de commerce avec classique, on va dire, avec toutes les disciplines, toutes les matières qu'on va retrouver dans une école de commerce normale. À part que nous, toutes les mises en situation sont liées au monde du sport et on va en faire les spécialistes du sport business de demain, c'est-à-dire dans la gestion d'un club, dans la gestion de produits chez les équipementiers, dans la gestion des événements. Et c'est vrai que je dirige les campus de Nantes et Rennes. Et il y a beaucoup de similitudes entre être sportif et partir sur un cycle olympique et être étudiant et partir sur un cycle de master ou de bachelor qui dure 3 ou 5 ans. Et c'est vrai que c'est toujours intéressant pour les étudiants d'avoir ces comparaisons entre le monde du sport, surtout là où c'est un monde qu'ils aiment puisqu'ils viennent chez nous, et ce monde de l'entreprise qu'ils vont bientôt rejoindre à l'issue de leurs études. Avant de parler de tes compétences pour les chefs d'entreprise, je voudrais revenir sur une conférence que tu as donnée il y a, je crois, 1 à 2 années, avec un autre champion de bobsleigh de la Jamaïque, donc qui avait inspiré cette équipe de la Jamaïque, qui avait inspiré un film qui s'appelle Rasta Rocket, que tout le monde se souvient. Comment ça s'est passé cette rencontre avec ton homologue jamaïcain? Parce que là-bas, la Jamaïque, le bobsleigh, c'est pas le sport premier, j'imagine. Non, non, là, on a vu d'autres champions jamaïcains. On parle des Usain sprinteurs. Bolt. Voilà, des sprinteurs. Et c'est vrai que l'athlétisme est un gros fournisseur de champions de bobsleigh. Quand les athlètes n'arrivent plus à percer dans cette discipline-là, ils se reconvertissent au bobsleigh puisqu'on a une phase de poussée au départ. Et en fait, le film Rasta Rocket le retrace bien. Ça s'est un petit peu passé comme ça. Alors, il y a du fantasme parce que c'est du Disney, mais en fait, ils ont monté une équipe pour participer au jeu, ils l'ont fait. Et si vous regardez le film, la chute que vous voyez à la fin, c'est la vraie chute. C'est la vraie chute, ce sont les vraies images des jeux. Ils chutent à Calgary. Alors, pas à cause d'un boulon qui se dessert comme dans le film, c'est une vraie erreur de pilotage. Et donc, à l'époque, c'était des concurrents. Moi, j'étais en équipe de France, ils étaient en équipe jamaïcaine et on était sur le même circuit. On faisait les Coupes du Monde, on faisait toutes ces choses-là. Et donc, dans le film, celui qui est en 2e position, Devon Harris, donc on voit dans la chute, c'est devenu un ami et on est toujours resté en contact. On a toujours eu cette espèce d'affinité, non pas parce qu'ils étaient célèbres à cause du Rasta Rocket, parce que le film est sorti en 93 et donc les Jeux de Calgary c'est 88 et moi je connaissais Devon et toute l'équipe depuis 5 ans. Mais voilà, on est resté en contact, on s'est souvent appelé. Et lui aussi est conférencier sur la motivation. Et il y a 2 ans, je participais à un gros festival de conférences en France. Et je lui avais demandé s'il voulait faire quelque chose avec moi. J'ai la chance de parler anglais. Donc, on a fait pendant 45 minutes un focus sur le bobsleigh et tout ce qu'on avait appris l'un et l'autre pendant cette période très riche pour nous deux. Alors, effectivement, tu as énormément de choses à dire, de formules à apporter aux chefs d'entreprise. Tu dis notamment penser comme un sportif
et agissez comme un champion. Hein, ça fait partie de tes phrases clés auprès des dirigeants? Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, moi, mon credo, c'est montrer aux dirigeants, aux entrepreneurs, comment on mène une équipe au titre olympique et comment on peut s'en inspirer au quotidien dans la définition des objectifs, dans la gestion des relations de l'équipe, de la communication, comment on choisit les membres de son équipe, comment on gère ses résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, avec un seul but, performer. Alors, performer aujourd'hui, ça veut dire, bien sûr, souvent avoir des résultats. Alors, dans le sport, c'est souvent avoir des médailles, mais pas que. On se rend compte qu'aujourd'hui, aussi dans le sport, s'il n'y a pas cette forme de bien-être qui permet de se dépasser, vu que tout se joue au détail, on n'arrive pas à avoir la médaille. Et aujourd'hui, c'est quand même un credo qui est mis en avant dans les entreprises, ce bien-être au travail, cette manière d'arriver à avoir des résultats, malgré la pression économique, aujourd'hui malgré la crise, hein, qui peut à la fois offrir des opportunités dans certains secteurs et en boucher dans d'autres. Et donc, moi, c'est ce parallèle que je fais avec mes étudiants, que je fais avec les personnes que j'accompagne, qu'ils soient managers d'un service, qu'ils soient entrepreneurs indépendants ou qu'ils soient dirigeants de TPE, PME surtout. Tu parles notamment de 3 piliers: préparation, Mhm. production, progression. C'est Ce ça. sont des fondamentaux dans ton accompagnement? C'est ça pour moi. On voit la production, l'action, c'est ce qu'on voit à la télé. Par exemple, si vous regardez du bobsleigh, vous êtes peut-être dit un jour, bah tiens, oui, j'en ai vu du bobsleigh, je l'ai vu. Alors souvent, c'est parce qu'il y a une chute, c'est parce qu'il y a des choses comme ça, ou pendant les Jeux Olympiques. Mais en fait, quand on est dans l'action au bobsleigh, quand on fait la descente aux Jeux Olympiques, on n'est que dans la répétition de ce qu'on a préparé avant. C'est-à-dire que le jour des Jeux Olympiques, on n'invente rien en fait. On essaye juste de mettre chaque meilleur virage qu'on a pu faire à l'entraînement. Et en fait, cette première phase de préparation, elle est primordiale. Elle est d'autant plus primordiale que l'objectif qu'on va s'être fixé est motivant. Parce que souvent, quand on se fixe un objectif qui est motivant, on a envie d'y aller tout de suite, justement parce qu'il est motivant. Et on peut se précipiter et enlever la phase de préparation. Et plus l'objectif est motivant et plus on y va vite sans préparation, plus on risque d'être déçu au premier échec. Et c'est vrai qu'aller essayer de chercher une médaille d'or olympique, c'est très motivant. Mais il faut se préparer. On a du temps pour se préparer, mais il faut se préparer. Et après, on a cette phase de production qui amène un résultat. Et après, on rentre dans le cycle de la phase de progression. C'est comment soit on maintient ce résultat si le résultat il est bon, soit comment on arrive à améliorer ce résultat si on n'a pas atteint l'objectif. Et puis, ben, c'est un cercle qui tourne et qui nous permet toujours d'évoluer avec des paliers, avec des progressions, des fois un peu de ralentissement parce qu'il y a un nouvel élément qui vient, une nouvelle technique, un nouvel élément en tant qu'humain, en tant que ressource financière. Mais c'est ce cycle-là que je mets en place, oui. Avec des objectifs clairs, compréhensibles. C'est ce que tu dis pour emmener finalement toute une équipe vers un résultat positif. Exactement, parce que si on prend l'exemple du sport, vouloir se qualifier pour les Jeux Olympiques ou vouloir gagner la médaille d'or, ce sont deux objectifs qui vous mènent au même endroit au même moment, mais qui sont totalement différents. Et dans la définition d'objectifs, un des points sur lesquels j'insiste, si on prend par exemple le SMART, qui est très connu pour définir les objectifs, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, eh bien, j'insiste particulièrement sur le temporellement défini. Parce que nous, c'est une des clés du sport, c'est-à-dire que nous, quand on est sportif, on décide de quand seront les objectifs. C'est vos clubs, c'est vos départements, les fédérations nationales, internationales, le comité international olympique qui disent les Jeux seront lieu à telle date. Et c'est à vous de vous adapter. Et si on vous dit c'est le 16 et le 17 février, ce n'est pas le 15 ni le 18, c'est le 16 et le 17. Et bien souvent, quand on définit un objectif, et ça j'ai pu le voir avec plusieurs personnes, avec des centaines de personnes que j'ai accompagnées, c'est voilà, on va avoir, oui, ça sera peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 5 mois, on ne sait pas trop. Et en fait, je leur dis non, dites-moi, est-ce que c'est dans 30 jours, est-ce que c'est dans 60, dans 90 jours? Et à partir de ce moment-là, vous dites, OK, c'est dans 90 jours, et vous faites l'inventaire de vos ressources, de vos moyens, et vous vous dites, est-ce que c'est réaliste ou pas? Et ce n'est pas l'inverse. Et comme ça permet vraiment de se dire au final, bah oui, l'objectif, il va être difficile à atteindre, mais je peux l'atteindre. Et on n'aura pas de faux fuyants, on n'aura pas d'excuses qui dira, bon, bah, si ce n'est pas ce lundi, c'est le lundi d'après. Et j'insiste particulièrement là-dessus, par exemple, pour la définition des objectifs.
Raison de plus dans cette période compliquée de pandémie qui dure. On est maintenant à plus d'une année de crise sanitaire. Donc, c'est ce que tu dis également aux dirigeants que tu accompagnes, hein, patrons de TPE, PME, qui nous écoutent aujourd'hui. L'objectif, oui, pas trop non plus. Et après, il faut mesurer un petit peu tout ce que l'on fait pour l'atteindre. C'est ça, c'est ça. Alors trop, ben, on ne va pas y arriver. Aujourd'hui, une des phrases clés, c'est l'adaptabilité. Et c'est vrai que le sportif s'adapte à des conditions météorologiques, s'adapte à l'adversaire. Si vous jouez au tennis, pour gagner un grand chelem, l'Open d'Australie vient de finir, c'est 7 matchs, ben, potentiellement 7 adversaires différents. Et peut-être même des adversaires que vous connaissez déjà, que vous avez déjà joué, mais qui ce jour-là mettront une tactique différente. Donc l'adaptabilité. Et puis, ben oui, cet objectif, il ne doit pas être trop facile parce que sinon, il n'est pas motivant, puis on est sûr d'y arriver, et pas trop dur non plus. Alors, c'est toute la limite, hein, où on met la limite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, cette pandémie, elle crée des tensions, on va dire. D'un côté, elle crée des tensions parce qu'il y a, pour certains, dans certains domaines, il y a une incertitude de l'avenir. D'un autre côté, le télétravail permet aussi de dégager du temps, puisqu'on, pour certains, il n'y a plus les transports en commun, donc ça peut faire gagner voire 2-3 heures, hein, dans certains cas. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on se pose en acceptant quelque part également la situation, hein, comme un sportif? Moi, je faisais un sport d'extérieur. Bien, des fois, il pleuvait, des fois, il neigeait, des fois, il y avait du vent. Ben, on ne peut rien y faire, hein. On est obligé de s'adapter. Ben, là, aujourd'hui, voilà, on travaille peut-être 2, 3, 4, voire 5 jours par semaine chez soi. Et ben, qu'est-ce qu'on fait quelque part? Comment on arrive à le tourner à son avantage, ce temps supplémentaire qu'on a gagné en étant en télétravail? Quelles sont les principales similitudes entre un sportif de haut niveau et un patron de TPE, PME? Ou peut-être qu'il y a énormément de similitudes. Est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes? J'imagine, enfin, en t'écoutant, que c'est très proche. Que ces deux mondes, d'ailleurs, tu es dans ces deux mondes, c'est vraiment très proche. C'est très proche, c'est très proche, il y en a de plus en plus. Moi j'ai eu la chance d'être sportif pendant un moment, après d'être manager en entreprise pendant 5-6 ans, au milieu de ma carrière d'entraîneur. Et du coup, j'ai vu ces deux mondes. Et quand je suis revenu avec les Suisses en 2012 pour préparer Sochi, le fait d'avoir été pendant un certain nombre d'années en entreprise m'a aussi permis d'avoir une vision différente. Et aujourd'hui, je pense que vous regardez, il y a beaucoup de sports où, regardez le rugby, vous avez 15 joueurs sur le terrain et tous les gabarits peuvent être représentés sur le terrain. Et ben, je pense que demain, on peut avoir ça en entreprise. Et c'est savoir se servir des qualités de chacun qui est important, hein, dans la gestion de son équipe. Savoir non pas mettre tout le monde dans un moule, mais accepter les différences de l'autre pour pouvoir s'en servir pour le bien-être collectif. C'est aussi savoir intégrer les motivations personnelles de chacun dans l'objectif commun. C'est-à-dire qu'il y a un objectif commun qui doit être un socle avec des valeurs fortes, peut-être des valeurs d'entreprise. Mais à l'intérieur de ça, on recherche tous peut-être un petit peu des choses différentes. Euh, dans le bobsleigh, par exemple, sur un équipage de bob à 4, peut-être qu'il y en a un, il sait que quand il va avoir des résultats, ben, il va avoir une prime du sponsor et c'est peut-être ça qui lui donne le petit boost de motivation supplémentaire. Il y en a un autre, ça va être la reconnaissance médiatique. Il y en a un autre, ça va être la sécurité parce que ça va lui ouvrir des portes. C'est exactement pareil en entreprise. Quand vous gérez un projet, il y en a qui sont contents à la fin du projet quand il est réussi parce qu'ils ont une prime. Il y en a d'autres, c'est parce que lors du cocktail qui clôt le projet, le PDG de la boîte dit devant tout le monde, bah, c'est grâce à un tel qu'on a réussi le projet, la reconnaissance, ou d'autres, c'est parce qu'il a réussi ce projet qui passe d'un CDD à un CDI. Et ça, ce sont des liens qui sont forts. Ensuite, dans la gestion des résultats, que ce soit échec ou réussite, il y a quelque chose qu'on oublie souvent dans l'entreprise, c'est la gestion des succès. L'échec, on n'aime pas ça généralement, donc on se remet en cause, on essaye de trouver des nouvelles solutions. Mais la réussite, que ce soit en sport ou en entreprise, on passe souvent là-dessus. Alors, hormis le cocktail où on dit « ouais, super, on a la médaille, on fait un peu la fête ». Mais l'analyse du succès est au moins aussi importante, voire plus importante que l'analyse de l'échec, puisque ça nous permet de comprendre comment on a fait les choses bien et de les reproduire. Et en sport, souvent, on se dit bah, « j'ai eu la médaille, mais c'est normal parce que j'ai beaucoup travaillé ». Et c'est normal qu'en travaillant beaucoup, bah, j'y arrive. Oui, mais qu'est-ce que tu as fait cette chose-là? Et conscientiser les choses, les chemins qui mènent au succès, eh bien, sont moins aussi importants. Donc, vous voyez, il y a plein de similitudes entre les deux mondes et c'est très intéressant, en fait. On voit bien que nous sommes tous des êtres uniques, donc le management doit suivre. Finalement, C'est on ça. ne peut pas manager les personnes de la même manière. Je pense que c'est un message important que tu passes ce matin auprès des dirigeants, patrons de TPE, PME qui nous écoutent.
ce matin. Donc, il faut rebondir en ce moment. Nous sommes dans une période compliquée, difficile, des objectifs, mais aussi l'adaptabilité. Ce sont les deux principaux conseils que tu pourrais donner aux dirigeants avec un plan d'action, bien entendu. Oui, oui. Alors, de l'extérieur, comme ça, face caméra, c'est facile, puisque il y a quand même des secteurs qui souffrent plus que d'autres. C'est facile de dire aujourd'hui aux restaurateurs, réinventez-vous. Alors, par exemple, hein, alors, il y en a certains, oui, parce qu'il y en a qui ont fait le click and collect. Alors, demain, si la pandémie se calme un peu et qu'on revient à une vie un petit peu plus normale, peut-être que ce qu'ils ont mis en place va leur servir pour être encore meilleur demain. Mais c'est un peu ça. Et tu parlais de formation tout à l'heure. Une des grosses différences, par contre, entre le monde du sport et le monde de l'entreprise, c'est que chez nous, je prends l'exemple du bobsleigh, on a à peu près 25 jours de compétition par an et le reste du temps, on s'entraîne. Donc, imagine en entreprise avoir 25 jours juste, par exemple, pour un commercial de rendez-vous client et tout le reste du temps où il peaufine sa stratégie pour arriver à accrocher le client, à décrocher le contrat. Euh, je pense qu'il faut avoir cet état d'esprit en entreprise de tous les jours essayer d'apprendre quelque chose. Tous les jours, essayer de se former un peu. On a les jours de formation chaque année, quand vous avez 5, 10 jours de formation, mais c'est un état d'esprit de se former et de se dire, tiens, demain, qu'est-ce que je peux faire de mieux que ce que j'ai fait aujourd'hui? Où est-ce que je peux progresser? Et c'est vrai que la période aujourd'hui, elle nous force un peu à faire ça, à s'adapter, parce que de l'extérieur, il y a plein de secteurs et de métiers pour lesquels le quotidien a été chamboulé. Et bien, garder cet état d'esprit de vouloir tous les jours faire un pas en dehors de sa zone de confort pour se dire, tiens, si je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Comment je l'analyse? Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce qu'il faut que je creuse un petit peu plus? Ou au contraire, est-ce que ça m'éloigne de mon objectif? Mais au moins, j'ai testé, je sais que ça ne marche pas et je peux partir dans une autre direction pour essayer d'agrandir ma zone de confort et d'être de plus en plus performant. Effectivement, on a tous l'exemple d'établissements fermés, notamment nos amis restaurateurs, qui en profitent certains pour se former à de nouvelles techniques ou dans la relation client. Ils ont bien raison, former également leurs équipes pour, entre guillemets, passer le temps en attendant la réouverture rapide. Nous l'espérons tous. Est-ce qu'il y a une méthode, Éric Allard, auprès des entreprises? On s'aperçoit quand même qu'un chef d'entreprise est un sportif. Alors, je ne sais pas si c'est un sportif de haut niveau, mais moi, j'ai l'impression que quand tu parles du sport ou quand tu parles d'économie, c'est exactement la même chose, les mêmes mots, les mêmes termes, la même sémantique. C'est exactement là. Tu dois t'éclater auprès des dirigeants avec toute ton expérience que tu partages au quotidien. Oui, oui. Alors, mon ressenti est qu'il y a énormément de similitudes. Et aujourd'hui, alors, une méthode Eric Allard, je ne sais pas. En fait, c'est des méthodes que vous utilisez en entreprise comme on l'utilise dans le monde du sport. Moi, ce que j'aime bien, c'est fonctionner en cycle de 90 jours. Donc, j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Perform 90. Ce n'est pas pour rien. Pourquoi 90 jours? Parce que même nous, quand on a des cycles olympiques de 4 ans, on va découper en cycles, en objectifs annuels et après en cycle trimestriel. Parce que 90 jours, c'est assez long pour voir des changements qui vont être durables, mais ce n'est pas trop long si on a fait une erreur. Donc, moi, dans mes planifications, je partais souvent sur 90 jours. J'ai adopté ça en entreprise et ça marche plutôt bien. Donc voilà, c'est un cycle que j'aime bien, qui s'inscrit dans une continuité sur des choses beaucoup plus longues. Et puis après, on le voit bien, un cycle olympique, c'est 4 ans. Quand vous lancez une entreprise, on vous demande un business plan souvent sur 3 à 5 ans. Les banques, si vous avez besoin de financement. Quand on parle d'objectifs stratégiques au niveau d'une entreprise, c'est pareil. On va dire, voilà, dans 2, 5, 10 ans, voilà où on va aller. Bon, c'est des cycles et c'est normal. C'est des cycles qui nous permettent de voir jusqu'où on peut aller, comment on peut progresser. Et du coup, ce qui est bon en entreprise peut l'être dans le sport et vice-versa. Tu as noté sur ton site internet, d'ailleurs nous le mettrons en fin d'interview pour les auditeurs qui souhaitent en savoir plus sur ton parcours et ton accompagnement. Tu mets notamment alors, 26 années d'efforts, de remise en question, d'apprentissage, de joie, de larmes, de partage et de rencontres. C'est ce que vivent tous les dirigeants également. C'est exactement ça. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais d'une méthode. Moi, j'ai entraîné les Canadiens, les Français, les Coréens du Sud, par exemple, ou les Suisses. Et la méthode qui a marché avec les Suisses pour être champion olympique, il y a une grande partie qui va peut-être marcher avec les Coréens du Sud.
mais pas 100%, et tu ne peux pas faire un copier-coller. Et aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est-à-dire que chaque entrepreneur, même indépendant, a une équipe autour de lui. L'indépendant qui est tout seul, ben, son équipe, ce sont ses clients, ce sont ses fournisseurs, peut-être des partenaires ou ses concurrents. Et il faut composer avec ça. Et plus vous arriverez à composer de manière intelligente et sensée avec ça, plus vous arriverez à être performant. Et puis, vous avez des bases, des basiques qui vous permettent d'être là, d'être stable. Et puis, ben, avec tel client, vous allez réagir de telle manière parce que vous savez que lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose de carré. Il veut que les horaires soient respectés. Et puis, un autre, ben, par contre, il va dire, OK, les horaires, si tu as quelques jours de retard, quelque part, ce n'est pas très grave. Par contre, je veux que le travail soit vraiment bien finalisé. Et en fait, vous composez avec ça. Et ça, vous pouvez le savoir qu'en étant un peu ouvert vis-à-vis de vos clients et en étant adaptable. Vous avez votre socle commun qui est 80%, et ce sont ces 20% où vous allez faire sentir à votre client, à votre partenaire, à vos équipiers qui sont importants, qui va faire toute la différence et qui, au final, va faire que vous allez réussir, en fait. Nous arrivons, Eric, au terme de cette interview. Malheureusement, le temps passe très vite, comme le quotidien des dirigeants qui nous écoutent. Je sais que tu es un défenseur des citations, des phrases, des mots que tu propages avec gentillesse sur le net, sur les réseaux sociaux. Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous citer une phrase qui t'est chère, qui peut nous être utile, une phrase inspirante? Alors, j'en ai plusieurs, mais j'ai souvent insisté sur le temps qu'il faut prendre à la préparation. Et j'en ai une d'Abraham Lincoln qui disait « Si j'avais 8 heures pour abattre un arbre, je passerais 6 heures à aiguiser ma hache. » Donc voilà. Donc, souvent, on coupe beaucoup d'arbres, et plus on coupe des arbres sans penser à préparer ou à aiguiser sa hache, on en coupe plus en 8 heures. On peut peut-être en couper 4 plutôt qu'un seul. Mais d'un autre côté, au fur et à mesure, on va se fatiguer, ça va prendre de plus en plus de temps et on risque d'être démotivé. Donc voilà, c'est cette citation qui permet de montrer l'importance de la préparation. Merci Eric d'avoir répondu à ces questions. Merci d'avoir pris un peu de temps. Je sais que tu n'en as pas beaucoup. Nous allons mettre le lien vers ton site internet. Je sais qu'il y a des vidéos spectaculaires parce que le bobsleigh est un sport spectaculaire. En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Je te dis à bientôt. Merci Sur, Jean-Marc, c'était un grand plaisir. Non pas sur une piste de bobsleigh, mais dans des réunions ou dans des conférences ou auprès d'entrepreneurs. Et nous, chers amis dirigeants de TPE, PME, de Walter France, on se retrouve prochainement pour une nouvelle interview. À bientôt. Merci. Merci Eric. Merci, à bientôt.